L'héritage de René Girard. Pierre-Yves Gomez, bonjour. Bonjour. Professeur à EM Lyon, directeur de l'Institut français pour le gouvernement des entreprises. René Girard, c'est une passion. Nous allons entrer dans l'œuvre de René Girard. Nous allons commettre l'impossible, c'est-à-dire essayer de rentrer de manière totalement subjective, mais avec les yeux de l'expert, dans cette œuvre, au travers de 5 mots-clés. Alors, les yeux de l'expert, je suis toujours prudent, les yeux du disciple, de celui qui a beaucoup lu, fréquenté, été accompagné par René Girard dans ma vie personnelle, et donc qui peut en parler avec émotion parce qu'il nous a quittés il y a 15 jours, et aussi parce qu'il nous a quittés au moment où des événements dramatiques en France mettent en évidence la pertinence extraordinaire de son analyse. C'est une sorte de combinaison, qu'il aurait beaucoup aimé, de combinaison des occurrences qui est quand même assez extraordinaire, donc qui crée des émotions, au-delà de la gestion, c'est ce dont on va parler, qui crée des émotions. Bien sûr. Premier mot-clé, entre guillemets, le désir. Désir. Alors, Girard est parti de la notion de désir. On pourrait dire, pourquoi Girard parle de la notion de désir pour comprendre nos sociétés et notamment comment se construisent les communautés. La modernité, donc la pensée moderne depuis 3 siècles, considère que c'est le désir qui constitue l'individu. Au fond, si vous prenez Foucault ou le postmoderne, Deleuze, c'est à partir du désir de réalisation, du désir de mes désirs que je vais me constituer en tant que sujet, en tant qu'individu. Et même Foucault va pousser ça très très loin. Le premier rapport en rupture, le premier rapport de Girard, qui serait une rupture de Freud, d'ailleurs, vis-à-vis de Freud, consiste à dire, en fait, le désir n'est pas un désir individuel, le désir est toujours mimétique. Absolument. Lorsque je désire un objet, je le désire pour autant qu'au moins une autre personne désire le même objet. Ou pour le dire avec des mots plus gestionnaires, si vous voulez, il est impossible d'évaluer un objet de désir sans qu'un autre regard donne à cette évaluation une dimension, une profondeur. Il me faut un autre humain pour qu'en tant qu'humain, je puisse désirer. Et ça, vous voyez, c'est une rupture extrêmement importante par rapport à notre pensée d'ailleurs courante, où on pense que l'individu, c'est « je fais ce que je veux », sous-entendu « je fais ce que je désire ». Girard va dire, mais dès lors que l'on dit ça, je fais ce que je désire, je vais entrer en rivalité avec quelqu'un d'autre, fatalement, parce que ce que je désire va être désiré par quelqu'un d'autre. Donc au commencement, il y a le désir, au commencement de l'individu, mais il y a un désir qui est mimétique. Un désir qui nous inscrit déjà dans la société. Et donc un désir qui est source de rivalité. Et donc un désir qui est source de rivalité, ça va être la seconde étape, le second mot-clé, bouc émissaire. Le grand paradoxe de Girard, c'est de dire le désir nous invite à la violence. Le désir ne nous invite pas quant à soi et à l'individu qui se réalise comme entrepreneur de soi-même. Il nous invite mécaniquement à la violence, parce que dès lors que ce qui est désiré par quelqu'un d'autre, l'autre me procure une évaluation sur mon objet de désir, mais en même temps, il est obstacle à la réalisation de mon désir, puisqu'il veut la même chose. Donc je vais entrer en rivalité. Vous savez qu'il a travaillé sur Dostoïevski dans son premier ouvrage, Mensonge romantique et vérité romanesque, et il a montré que le trio, le mari, la femme, l'amant, est un trio typique du désir, puisque l'amant et le mari sont en fait en rivalité pour la femme, mais c'est une rivalité qui crée à la fois leur désir et qui les oppose. Bien sûr. Qui donc se justifie et s'équilibre de cette façon. Donc le désir conduit à la violence. Et la violence, il reprend une vieille idée des modernes, de Hobbes par exemple, ça serait la guerre de tous contre tous. Je veux ce que tu veux, je désire ce que tu désires. Alors, comment on passe à la réalisation de la société ? Bien, en étudiant notamment la littérature antique, la tragédie grecque, c'est son second ouvrage, grand ouvrage, La violence et le sacré, il montre que on va désigner sur un des individus toute la violence latente entre les individus. C'est-à-dire qu'on va tuer quelqu'un. Il montre dans le théâtre grec comment on tue, comment on exécute quelqu'un, où on l'expulse de la cité. On désigne un bouc émissaire. Bouc émissaire d'ailleurs est un mot biblique, puisque le peuple hébreu plaçait tous ses péchés sur un bouc qu'il envoyait dans le désert,
le bouc émissaire, émissaire des péchés, et il en tue un autre pour témoigner que ce moment où toute la violence latente de la société s'était en fait focalisée sur non pas un objet de désir, mais un objet de violence, le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Le sacrifice, c'est le troisième mot-clé. Et ce bouc émissaire est sacrifié. Alors il peut l'être, comme on l'a vu à l'instant, pour la figure du bouc émissaire, qu'il va notamment travailler dans son ouvrage qui va s'appeler Le bouc émissaire. La figure du bouc émissaire dans la Bible, il est à la fois soit expulsé dans le désert, soit tué. Et ce sacrifice du bouc émissaire, de la victime, et Girard insiste beaucoup sur le fait que la victime peut être innocente ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est justement pas le sujet, qu'elle soit innocente ou pas, et on va voir que ça va avoir une importance très grande pour la suite, peu importe qu'elle soit innocente ou pas innocente, que ce soit un meurtrier ou pas. Et il va chercher dans la littérature grecque des cas où c'est un meurtrier qui est expulsé ou tué, et des fois où c'est une victime innocente. Peu importe. Mais ce qui importe, c'est que cette violence qui s'est concentrée sur un bouc émissaire, elle va témoigner à la communauté ce moment de paix retrouvée. Bien sûr. Puisque notre violence réciproque, on l'a concentrée sur un tiers. Et on va ritualiser ce moment, et ça va donner le sacrifice. Ça va donner le sacrifice rituel, et donc le sacré. Un sacré qui, pour Girard, est un sacré archaïque, comme il dit, c'est-à-dire un sacré qui est construit par la société elle-même. C'est une sorte d'autotranscendance de la société. À un moment donné, elle sacrifie un individu. Par parenthèse, pour l'entreprise, ça peut être l'expulsion, ça peut être la mise à l'écart, la mise au placard, ça peut être le chômage, ça peut être... Et on a l'impression que tout le groupe a retrouvé sa paix parce qu'il a expulsé ou tué un individu. Et il va répéter rituellement ce moment. C'est le fondement pour lui de toute société, de toute civilisation. C'est un fondement rituel, sacrificiel, par le sacrifice. C'est la manière dont la société résout sa crise mimétique. C'est la manière dont la société résout cette crise mimétique. Vous imaginez pour les entreprises que ça peut vouloir dire des crises mimétiques, des rivalités concurrentielles. Et de temps en temps, on va expulser, on va peut-être faire du cost killing. J'aime beaucoup ce terme dans ces circonstances. Cost killing. On tue les coûts, mais quand on tue les coûts, il y a des boucs émissaires qui vont être désignés. Et toute la société, qui s'appelle une entreprise, va retrouver une forme de paix en attendant le prochain, évidemment, sacrifice. L'une des terreurs de René Girard, c'était la montée aux extrêmes. C'est le quatrième. Quatrième, montée aux extrêmes. Ce qu'il montre, et notamment dans son dernier ouvrage qui est extrêmement sombre, en tout cas très très profond, qu'il a écrit avec Benoît Chantre, de l'interview avec Benoît Chantre, dernier ouvrage. Donc, il montre ce qui s'appelle Achever Clausewitz, sur la stratégie justement, et il montre en fait une société qui se désacralise, fait rejaillir les risques de violence mimétique, par construction. Dès lors qu'il n'y a pas ce sacré, cette ritualisation, les risques de violence mimétique réapparaissent. Et ils vont réapparaître par des montées aux extrêmes, qui n'ont rien à voir avec les extrêmes des partis, dans ce sens-là. C'est-à-dire que soudain, n'importe où, la violence peut désigner de nouveau des boucs émissaires et des sacrifices, et expulser ou tuer les boucs émissaires. Donc, dans cet ouvrage apocalyptique au sens propre du terme, apocalypse ça veut dire révélation, apocalyptique, il dit notre société moderne est une société qui nie le sacré, qui rejette le sacré comme archaïque, et du coup, qui se met en situation de voir émerger des sites de violence, des moments de violence, qui sont des moments de violence mimétiques. On peut désirer être ce que des adversaires, des terroristes peuvent désirer vouloir être ce que nous sommes. Et donc du coup, la violence pour la bonne vieille violence archaïque qui n'est pas contrebalancée par le sacré et le commun. Une actualité redoutable, évidemment. Redoutable lorsqu'on voit comment on essaie de tâtonner pour trouver des valeurs sacrées de la République, c'est-à-dire de remettre du sacré dans un monde qui a été une société très fortement désacralisée. C'est René Girard. Bien sûr. Le dernier mot-clé, c'est la révélation. C'est révélation. Qui va de pair avec la foi, chez René Girard. Alors, Girard est un croyant, est un chrétien, il le dit, et l'apport extraordinaire de René Girard, je crois, dont on n'a pas mesuré les conséquences, consiste à dire, en fait, ce que je révèle de la société, donc, qui voyait est un mécanisme
que tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour comprendre ce mécanisme. C'est un mécanisme des sciences sociales qu'il observe, lui, dans la littérature, chez Shakespeare, et puis qui est observé par des théoriciens de sciences sociales, des économistes, bon, qui ont utilisé le modèle de Girard. Hein. Donc, c'est un modèle des sciences sociales. Mais en fait, il dit, je n'aurais pas pu comprendre ce modèle si je n'avais pas eu la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que la figure du Christ, c'est la figure qui révèle que la victime est innocente. Et toute la passion, c'est la révélation du mécanisme victimaire. C'est, dit Girard, Dieu qui se met à la place de la victime et qui dit voilà comment ça marche. Et donc, les évangiles, c'est un livre de sciences sociales. Enfin, c'est interprétable comme un livre de sciences sociales. Alors, il faut faire attention, il faut le dire avec beaucoup de prudence. Le gros apport de Girard, c'est de dire, c'est de nous interroger sur les fondements de nos certitudes lorsque nous énonçons des mécanismes de sciences sociales. Au nom de quoi nous pouvons les voir? Qu'est-ce qui nous permet d'être en surplomb? Qu'est-ce qui nous permet de les révéler? D'où ce thème de révélation, parce que lui dit, de manière très humble, comme il l'a toujours été, c'est pas moi qui ai... J'ai pas eu, je sais pas, une sorte d'auto-intelligence des choses. Je comprends bien que c'est ma foi chrétienne qui a mis, en mettant en évidence cette figure du Christ, m'a fait comprendre que cette forme, cette construction sociale, que ce mécanisme, il est universel. Et du coup, c'est le premier, moi je crois que c'est le premier grand penseur des sciences sociales qui renoue avec la tradition prémoderne, c'est-à-dire pour lequel la réflexion sur la foi et la réflexion sur la raison sont unifiées. Alors lui, par sa foi chrétienne. Mais vous voyez, il réunifie les fondements de foi et les données de raison. Ou les données de foi par la révélation et les fondements de raison par nos raisonnements. Cette unité est fascinante. Vous savez que dans l'œuvre de Girard, il y a des œuvres, une partie purement analytique et puis une partie exégétique. Et quand vous lisez la partie exégétique, par exemple ce magnifique bouquin d'entretien qui s'appelle « Et je vis Satan tomber comme l'éclair », il présente des situations évangéliques, enfin tirées des évangiles, dont on se dit, mais c'est l'entreprise. Et ça, je trouvais ça absolument, pour le coup, une vraie révélation, absolument incroyable, de pouvoir se réconcilier, en fait, finalement, avec la totalité de notre rapport au monde, qui est un rapport de foi, de raison, de corps, etc. Donc de foi et de raison, quelle que soit la foi et quelle que soit la façon dont s'exprime la raison. En tout cas, cette unité, je crois que ce sera le grand apport de René Girard. Il faut travailler ça. J'ai vu des critiques à sa mort qui ont dit « Ah ben, cet homme-là, il est très intelligent sur le plan des sciences sociales, mais alors, il se trouve qu'il avait une foi et que... » Mais c'est ne pas avoir compris l'apport de René Girard. C'est que précisément, il nous invite à nous interroger sur nos foi. Au nom de quoi on peut révéler du social lorsqu'on est nous-mêmes inclus dans le social? Qu'est-ce qui nous révèle? La révélation comme acte de libération par rapport à soi-même. Tout à fait. Pierre-Yves Gomez, merci infiniment pour ce tour d'horizon de l'œuvre de René Girard. Merci À vous.